Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le Twitch de 20 minutes au carré. On est mardi soir, 18h30. Vous connaissez le rendez-vous. Ce soir, on est quatre. Alors, vous reconnaissez Laurent, hein, le monsieur 20 minutes de 20 minutes. Romain, comme toujours, je suis ravi de vous accueillir et d'échanger avec vous. À la prod, à la réal, on a Hélène. On remercie là encore d'être avec nous ce soir. Et on a deux invités. Alors, sur Twitter, je les ai présentés de façon un peu on va dire très sommaire, mais bon, je vais reprendre l'expression parce qu'elle me tient à cœur, hein. L'idée, c'était de dire des NFT de vélo d'un côté et des NFT de vidéo à la volée de l'autre. Alors d'un côté, on a Et le jeu de mots. Thomas Pomarel, ouais. On fait ce qu'on peut, hein. Cofondateur de WeRide et directeur créatif également, hein, du projet WeRide. Bonjour Thomas. Salut. À ma droite, alors je ne sais pas si c'est vraiment à ma droite sur le flux Twitch, mais on a Fergus Leleu, tu es le CEO et cofondateur de eShot Labs. eShot Labs qui est une entreprise qui se propose en gros de créer de la vidéo en 5 clics, des NFT vidéo en 5 clics sur un flux. En gros, sur un flux en direct, si je dis pas de bêtises là non plus. Exactement, de proposition de valeur, donc bonjour à tous, c'est de créer des NFT live et donc pas attendre des semaines avant d'avoir les NFT, mais de le faire en direct à partir d'un contenu qui est diffusé en live aussi. Alors c'est que pour l'un comme pour l'autre, vos projets sont relativement frais, hein, vous les avez pensés l'an dernier. Je veux bien qu'on commence avec toi, Fergus, puisque ton actualité, elle est assez fraîche. Fin août, vous avez fait en quelque sorte un premier event où vous avez assuré la distribution de NFT. C'était lors du FIS, donc c'est le Festival international des sports extrêmes à Montpellier, ville chère à mon cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce que vous y avez fait concrètement? Ouais, très concrètement, merci Romain. Alors le FIS est connu notamment pour Montpellier, qui est le plus gros événement qui regroupe des centaines de milliers de personnes, mais qui était un peu trop tôt, on n'était pas prêt à l'époque et donc on a fait l'événement FIS du Havre, fin août, Mmh. donc il y a un peu plus d'un mois et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le FIS, donc festival de sport extrême, donc c'est sport de glisse urbaine, trottinette, BMX, skate et donc ce qu'on a permis au FIS et aux participants, ça a été lorsqu'une figure impressionnante avait lieu, une world première par exemple, un trick qui n'avait jamais eu lieu auparavant, il y avait une équipe de caméramans du FIS qui filmait, qui retransmettait tous les événements, toutes les figures. Et donc, avec la solution eShot Lab, notre solution, eh bien, on a permis de créer des NFT en direct qui ont été partagés directement à la communauté. Et je dis partagés parce que on est des fervents défenseurs du airdrop. Je pense que dans la plupart des cas, c'est bien de distribuer les NFT dans une logique d'engagement des communautés plutôt que de les vendre. Donc, les deux logiques peuvent marcher en fonction du type d'NFT que tu crées, artistique ou événementiel. Et pour le coup, sur cet event, on trouvait top de les distribuer gratuitement. Et donc, près de 500 personnes ont claim leurs NFT. On a eu un 460 NFT qui ont été claim sur les 500. Ouais, Voilà. super intéressant et c'est déjà une OP que vous allez «prolonger» entre guillemets avec le FIS, l'an prochain ou c'est, On discute effectivement en ce moment avec eux. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, on est une jeune société et donc on a mis les derniers mois, beaucoup de temps à développer les solutions from scratch. Tout est in-house. Et donc ensuite, il faut les commercialiser. Et donc on a effectivement beaucoup de grosses discussions avec des gros players du monde du sport ou de l'entertainment qui sont en cours. Et je serais ravi de vous en dire beaucoup plus, mais malheureusement, tant que ce n'est pas signé, vous savez qu'on ne peut pas en parler. oui, oui, on a affaire à pas mal de NDA en ce moment avec Laurent, donc on sait de quoi tu parles. Je veux bien justement qu'on revienne à la genèse, de eShot Labs puisque en allant faire un tour un peu sur vos LinkedIn, à toi et Jean-Baptiste, hein, le cofondateur, on voit une chose, c'est que vous venez tous les 2 de Shadow, une boîte qui est quand même bien connue dans le monde, du gaming parce que c'est une entreprise de cloud computing française qui a cartonné. En quoi cette expérience de flux et de vidéo en quelque sorte, elle vous a servi, pour ce projet et pour, eShot Lab? Ouais, avant même la tech, c'est une aventure humaine en fait avec JB, donc qui est connu notamment pour être le lead développeur et maintenant aujourd'hui président de l'association Vidéolan. Donc en gros la création du logiciel VLC, VLC, le mmh. petit cône qu'on connaît tous, c'est un demi-milliard d'utilisateurs actifs par mois, mais c'est surtout en fait en étant en open source, c'est devenu le socle technologique de tous les players vidéo au monde. YouTube, Facebook, Twitter, tout tourne sur du VLC. Donc c'est incroyable. Donc j'y vais vraiment l'expert monde de la vidéo. On s'est retrouvé chez Shadow, lui en tant que CTO et moi CBDO, donc je gère le business en gros. Et cette boîte était dingue avec une techno pleine de promesses. Enfin, beaucoup ont été
assez ébahi par tout ce que faisait Shadow et malheureusement, pour X raisons, elle est partie en redressement judiciaire. On a essayé de la racheter avec JB, on a monté une offre commune, on a convaincu notamment Xavier Niel de monter une offre avec nous. Et c'est finalement OVH qui a remporté le bébé au tribunal. Donc on est parti au bout de quelques mois pour monter eShot Labs avec JB. Et le lien en fait qu'il y avait entre Shadow et eShot Labs, c'est la vidéo, c'est l'instantanéité des flux. Et c'est vrai que quand on parle de cloud gaming ou de cloud computing, l'idée, c'est de se dire qu'on peut avoir un PC qui est dématérialisé, donc ne plus avoir en face de soi son clavier, son écran et sa tour ou son laptop, la puissance du laptop, mais d'avoir toute cette puissance qui est déportée à des centaines ou à des milliers de kilomètres. Et le gros enjeu du cloud computing ou du cloud gaming, c'est de tuer complètement la latence, de ne pas avoir le moins de temps possible, en tout cas imperceptible à l'œil ou à la main humaine, entre le moment où on bouge sa souris et le moment où l'action a lieu sur son écran. Et donc ça, c'était vraiment le gros enjeu donc de latence quasi zéro, quasi nulle, en tout cas imperceptible chez Shadow. Et c'est la même philosophie qu'on reprend aujourd'hui chez Shot Labs. Donc c'est des outils qui n'ont rien à voir, mais la philosophie de l'instantanéité, elle est toujours là, d'être le plus proche possible de l'instant lors d'une vidéo ou d'un événement sport, e-sport ou fashion, ce qu'on peut imaginer, pour pouvoir faire des NFT en live. Et puis forcément, le lien avec VLC, c'est les doubles. Le premier, c'est la vidéo. Et donc d'arriver à faire rentrer dans le monde du Web3 la couche très complexe qui est la vidéo, avec des outils en B2B qu'on propose en marque blanche, mais également le fait de rendre cet univers Web3 accessible au plus grand nombre. On se rappelle, il y a une quinzaine d'années, avant que VLC n'existe, la vidéo, elle était très complexe, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le bon player qui marchait jamais, il fallait trouver Le les bons Windows codecs. Media Player. Et c'est ça, c'est qu'on n'avait jamais le bon codec, on pouvait jamais lire les vidéos. Quand on pouvait la lire, c'était pas le bon fichier, il était nommé, mais c'était pas le bon film. Et puis VLC est arrivé, et puis ça a été la révolution, on s'est tous mis à consommer du contenu vidéo, comme aujourd'hui, de manière incroyable. 80% du contenu consommé sur Internet, c'est des vidéos. Donc la vidéo est rentrée vraiment dans nos vies grâce à VLC. Donc c'est avec cette même expertise technique et technologique sur la vidéo et le Web3 qu'on veut permettre au plus grand nombre de profiter de cette révolution qui est juste incroyable, qui est celle qui est en train d'avoir lieu avec notamment les NFT, mais pas que, sur la base blockchain et tech. Il y a des millions de choses qui vont arriver. On en est vraiment aux prémices. Nous-mêmes, on va contribuer avec une des petites briques. Je le souhaite, c'est notre mission en tout cas. Mais voilà, donc le lien pour répondre à tes questions entre Shadow, VLC et eShot Labs, c'est vraiment la notion d'instantanéité, de live et de vidéo. OK. Et il y a un point que je trouvais, super intéressant en allant sur votre site internet, c'était, vous montrez différents exemples d'usage, d'usage futur de eShot Labs et très vite je me suis dit: «OK, ils ont dû se casser la tête sur les droits» parce que spontanément je me suis dit: «Attends, si jamais, enfin qui a le droit finalement d'utiliser, un flux vidéo pour, le convertir en NFT et le proposer éventuellement à la vente?» Alors, avec Laurent qui connaît très bien le foot, lui il me dit: «Non mais dans le foot, c'est ultra cadré donc pas de souci», mais je me suis dit: «OK, mais imaginons, dans d'autres sports ou dans, le e-sport, enfin en gros, qui peut le faire?» Vous, vous offrez, enfin vous proposez de cette solution à tous les acteurs, les fédés, les écuries, ou même potentiellement les clubs et les joueurs? Ouais, alors pas forcément aux joueurs, pas pour l'instant en tout cas. Effectivement, vous avez raison, Romain et Laurent, la gestion des droits est un enfer. Mmh. C'est extrêmement complexe. Le mot est dit, c'est un enfer. Mais ça, on le savait, c'était le gros challenge à craquer qu'on est en train de craquer justement, d'où les prochains deals annoncés prochainement. Mais c'est qu'en fait, il faut trouver les NFT. Il y a deux choses. Le premier, c'est que les NFT n'étaient pas inclus dans les contrats lorsqu'ils ont été signés il y a des années de distribution, de commercialisation des images d'un match de foot ou de handball, par exemple. Et donc, il faut ajouter cette notion et donc trouver quel est le bon interlocuteur. Est-ce que c'est le diffuseur qui a les droits, et donc sur une durée et un périmètre donné, et donc comment tu fais pour les NFT, ou est-ce que c'est la fédération, est-ce que c'est le club? Et donc, en fait, généralement, on doit mettre autour de la table plusieurs participants. Et donc, pour le FIS, c'était à la fois le FIS et les skateurs, enfin les sportifs professionnels. Et ça sera la même chose avec le foot, avec toutes les fédés, toutes les institutions sportives ou autres e-sports, notamment avec lesquels on parle, de voir qui a les droits. Et donc, une fois qu'on a identifié le bon interlocuteur, la bonne entité, là, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et nous, on ne fait pas l'acquisition des droits. On ne va pas Ouais, payer 200 millions pour avoir le droit de faire les NFT et de les vendre. On met à disposition un outil en marque blanche, donc aux couleurs est-ce que c'est des JO de ou la de qui on fédération, veut, par exemple, de la Fédé,
pour que eux commercialisent leur NFT. Nous, on fournit là une solution B2B en mode SaaS, comme le ferait un éditeur, n'importe quel éditeur de logiciels. Il y a un usage que je trouvais intéressant. Alors, attends, j'en profite quand même pour saluer Antoine, parce qu'on a des nouveaux qui nous ont rejoints Ouais, on va saluer sur le tout le chat. monde sur le chat. Je Vas-y, sors Lolo. de mon mutisme pour saluer tout le monde. Alors Thomas, tu es venu avec des fans. Il y a Antoine qui directement nous a signalé que tu étais BG. Je sais pas, on peut pas récupérer autre chose que son pseudo, mais on peut te le transmettre en tout cas. Et sur une touche plus encourageante pour Fergus, il y a du monde qui est déjà motivé pour acheter des NFT de F1. Mais je rappelle qu'il n'y a pas encore de POC autour de ça, ou il n'y a pas encore de signature autour de la F1. Pas encore, mais on est assez proche de Tezos, qui, comme chacun sait, était très impliqué dans cet univers automobile. Donc, yes, on se retrouve même pour des casques, je crois, Romain. C'est ça, c'est Oui, ta c'est vrai. spécialité pour la Tezos, F1. effectivement, je les ai vus sur le casque de Lando Norris, je crois, la semaine dernière, oui, à Singapour. C'est bien Laurent que tu me tendes la perche, de la Formule 1. Alors elle est pas forcément affichée sur votre site internet, mais je trouve que, il y a peut-être un parallèle intéressant vu que la série Netflix avait un peu ce côté, on montre les coulisses. Vous, ce que vous proposez, peut-être plus dans l'univers de la mode, mais peut-être que ce sera le cas aussi dans certains sports, c'est d'utiliser, des flux qui finalement ne sont pas diffusés, qui sont pas visibles, quand on regarde la télévision. C'est-à-dire, toutes les autres caméras qui montrent peut-être les coulisses, d'une compétition sportive ou d'un événement, un défilé de mode, etc., pour en faire des NFT qui seront peut-être offerts ou vendus à la communauté. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même peut-être, enfin, j'ai trouvé cet aspect-là super intéressant de se dire, là, tu as une vraie façon de pouvoir récompenser tes fidèles et de leur montrer des choses qui ne sont pas accessibles autrement, quoi. c'est ça exactement, et ça va vraiment dans la même logique. Pour moi, il y aura deux types de NFT dans les décennies à venir. Tu vois, les NFT artistiques, par exemple, qui, comme toute œuvre, auront une valeur, seront cédées à une valeur et prendront de le, encore plus de valeur pécuniaire. Mais de l'autre côté, si tu vois les NFT comme ce qu'on fait dans l'entertainment, tu vois les NFT comme un outil d'engagement. Effectivement, dans certains cas, ils peuvent être vendus à un prix plus ou moins important, mais la majorité des cas, moi, ce que je considère vraiment, c'est et c'est ce qu'on pousse auprès de nos clients, c'est qu'il faut les faire du airdrop. Et ensuite, si la marque, l'entreprise, la fédé, peu importe, a envie de générer des revenus directement avec ces NFT, tu le airdrop, mais tu le mets dans en édition limitée. Ils vont prendre le marché va leur donner une valeur sur le secondary. Et c'est là que ça peut être intéressant, effectivement, de partager sur un défilé d'une maison de haute couture ou dans les coulisses d'un match, par exemple, de partager du contenu en édition NFT ultra limitée sur un événement assez dingue, la préparation d'un groupe avant un concert avant de monter sur scène, par exemple. Tu vois, les 30 secondes, est-ce que c'est le mythique, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Justice, les deux avant de monter sur scène, ils prennent la croix qu'ils ont autour du cou et ils les mettent au milieu et ils s'embrassent dessus. Et ça serait un NFT dingue, tu vois, de se dire que c'est ce moment coulisses privilégié, le mettre en édition ultra limitée pour la communauté, et ça en airdrop gratuitement. Et s'il doit prendre de la valeur pécuniaire, il la prendra. Mais si tu as une approche comme ça, qui est vraiment pro-fan, enfin, pour les fans, et non pas profane en un mot, pour les fans, tu ne prends aucun risque à donner le NFT et il peut prendre de la valeur très bien. Et ça sera forcément bénéfique à la fois pour les fans qui sont récompensés de suivre leurs artistes préférés, par exemple, ou sportifs favoris. Et de l'autre côté, les fédés ou les artistes, potentiellement, au-delà d'engager leur communauté, ce qui est déjà, tu coches déjà 10 cases avec ça, peut-être toucher un peu des commissions sur le secondary market si l'œuvre, le NFT prend de la valeur. On va parler de la gratuité parce que c'est aussi un concept cher à Thomas, je crois. Mais avant ça, je voudrais peut-être embrayer. On a évoqué peut-être différents usages. Se pose peut-être la question de ce que pourraient peut-être en faire des YouTubers ou des streamers Twitch. C'est des choses auxquelles vous pensez aujourd'hui? Yes, complètement. Je laisserai Thomas prendre la parole aussi quand il souhaite. Bien sûr, pour moi, vraiment, l'utilité va être un point névralgique central à la fois dans l'attrait que peuvent avoir les NFT pour le grand public, mais également pour leur persistance sur le durée. En fait, je pense qu'il faut oublier la techno. La techno doit servir un usage et pas être une fin en soi. Tu vois, il y avait la bagarre des cypherpunks il y a 20 ans au début du web. On ne savait pas si c'était des sites en HTTP, HTTPS et en quel langage. Aujourd'hui, à moins d'être développeur, tu te moques de savoir dans quel langage est développé un site.
tu veux que ça tourne et Mmh. basta. Et pour les applications, c'est pareil. Donc, c'est l'usage qui prime. Et avec les NFT, je pense vraiment que ce sera la même chose. C'est pas tant le côté unique d'un collectible, une œuvre d'art. Ça sera X, peut-être 5 ou 10% du marché. Mais vraiment, à quoi te sert ce NFT? Au-delà de l'aspect émotionnel que tu as pu avoir en faisant l'acquisition lors d'un événement auquel tu participais, et de l'avoir eu en direct et d'avoir ce souvenir un peu comme d'acheter un poster ou un maillot en sortant d'un match ou d'un concert. Tu auras ton NFT au moment même où tu as vibré sur un solo de guitare ou sur un but, par exemple. Mais donc ça, tu vas le garder très bien, comme ton album Panini, tu pouvais le garder à l'époque, ou ton poster. Mais toute l'utilité qui va être adossée à ce NFT, là, elle va lui donner de, le, eh bien de la richesse, de la valeur sur le long terme, va faire que tu vas continuer à aller à un événement parce que, typiquement, on reprend le Fizz, tu as ton NFT du Fizz, peut-être que l'utilité qui va être adossée à l'événement, c'est de se dire que ça te donne droit à un discount sur un merch ou une invitation pour un +1 sur un prochain événement. Mais du coup, moi, c'est un truc qu'on nous sort pas mal et je suis pas le dernier à l'utiliser aussi, cet argument de réinventer la relation entre le détenteur du NFT et l'émetteur, que ce soit une marque, une star, enfin, peu importe. Mais comment on fait pour les retoucher, ces gens-là? On vient les uns les autres, on a travaillé dans des mondes où on sait recontacter nos clients parce qu'on leur a demandé leur mail, parce qu'on leur a demandé un point de contact et on peut l'activer. Là, si tu as distribué un NFT ou tu l'as même vendu, tu as quoi? Tu as juste ton adresse publique. Donc, tu fais comment pour leur dire, en fait, tu as droit au merch, tu as le droit l'année prochaine à un discount de 20% sur les prix. Est-ce que c'est une solution que vous allez aussi implanter ou pas spécialement? Ouais, effectivement, en fait, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour permettre de toucher des personnes qui sont pas des Web3 natives, donc des Mmh. personnes qui n'avaient pas de wallet, qui, pour lesquels on permet de rentrer dans cet univers Web3. Et donc, un des gros enjeux pour nous aussi, mais comme pour beaucoup de projets, j'imagine, c'est de permettre au plus grand nombre, au grand public, de rentrer dans cet univers. Et donc, il y a toute une partie des mécaniques qui peuvent être comme, par exemple, le lazy minting, de se dire que pour des personnes qui n'ont pas de wallet, nous, eShort Labs, ou l'entité avec laquelle on bosse, la Fédé sportive, va minter le NFT, il va être inscrit sur la blockchain, ou alors il peut même rester en centralisé en database, jusqu'à ce que, un peu à la NBA Top Shot, jusqu'à ce que la personne qui avait fait l'acquisition du NFT, en renseignant un mail, par exemple, ou un numéro de téléphone, se dise, tiens, ok, mon NFT, il a été minté par la Fédé sportive, par exemple, mais je veux pouvoir l'exporter sur mon propre wallet MetaMask, par exemple, ou le display sur OpenSea. Et dans ce cas, il a été minté pour moi, mais je vais le récupérer, je vais le faire transiter du wallet de la Fédé sportive qui était sécurisé sur un Vault Ledger Pro, par exemple, le transférer sur son propre MetaMask. Et donc, pour répondre à la question du point de contact, dans ce genre de cas, les personnes se connectent non pas avec leur propre wallet si elles n'en ont pas, mais avec un wallet grâce à leur numéro de portable ou leur mail. Et donc un point de contact. Et là, à ce moment-là, ils valident le fait de recevoir des communications ou non. Et ça peut être ça. Mais il y a 1000 choses à imaginer. Et quand tout le monde aura un wallet, et je pense que ça arrivera notamment quand tu vois les annonces d'Apple, qui te dit ils bossent sur un wallet et donc il n'y aura pas de seed phrase. Ce sera forcément, on imagine, avec reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Et là, on aura tous un wallet et on oubliera que c'est un wallet. Ça s'appellera, ça sera pas de nom, ça sera juste, voilà, c'est dans mon téléphone, c'est dans mon iCloud et ça sera là. Et là, il y aura d'autres possibilités hyper malines de pouvoir contacter les audiences. Yes, Thomas. Et Thomas. le chat nous signale aussi que des projets comme Push qui font des notifications ETH, en tout cas qui travaillent à faire des notifications sur la blockchain Ethereum. Il me dit qu'il y a aussi d'autres projets dont j'ai pas entendu parler pour le coup qui travaillent là-dessus, mais c'est hyper intéressant. Et on s'inquiète aussi, je vois que tu lèves la main et c'est très bien, parce qu'on s'inquiétait de savoir si tu étais frisé, Thomas. Et frisé, F-R-E-E-Z-E, pas frisé comme je le suis. Non. Sachez qu'il y a au moins une blague de cheveux par émission, c'est normal. Exactement, à l'effet, vous êtes tranquille. Et après, voilà non, pour je le voulais juste demander, Fagus, si au niveau des blockchains, vous laissez la possibilité à l'utilisateur de choisir ou si c'est défini à l'avance. Alors, pas encore. Pour l'instant, on ne laisse pas les utilisateurs choisir, on laisse nos clients
entreprise, donc qui fait des sportives, choisir effectivement, on est agnostique en termes de blockchain. Donc on a commencé à intégrer Polygon, Solana, Ether, Algorand et Tezos. Et effectivement, on intégrera on laissera nos clients entreprises choisir la blockchain ou les blockchains par collection sur lesquelles ils veulent que leur NFT soit minté. Et ensuite, les utilisateurs, eux, pour l'instant, sauf si c'est le choix de la Fédé, mais ne choisiront pas la blockchain. C'est nos clients qui choisissent la blockchain. Et pour le coup, c'est pas nous d'imposer une blockchain plus qu'une autre. On est pro sustainability, donc on a forcément fait rentrer Ether à la fin, depuis qu'ils sont passés en proof of stake. Et on avait commencé avec du Tezos, avec du Algorand et du Polygon, parce que voilà, on a envie tous sur la même planète, on a tous les mêmes impératifs pour nous et les générations à venir. Donc, ouais, ça fait partie du deal de faire les bons choix et de les pousser autant que possible à nos clients. Ouais, c'est vrai. On évoquera la question justement de l'engagement écologique un petit peu plus tard. Je le garde pour la fin de l'émission. Thomas, je veux bien qu'on ouvre un petit peu avec toi sur WeRide. Il y a un aspect que je trouve intéressant dans vos deux approches, c'est que très clairement, votre envie, c'est d'abord peut-être qu'aujourd'hui vous adressez à des interlocuteurs qui sont très spécialisés, mais l'idée c'est d'évangéliser auprès du grand public. Et toi, tu m'as clairement dit, vous avez lancé déjà une collection de NFT qui s'est vendue sur plusieurs temps et qui va certainement avoir une prochaine vente puisque vous avez lancé l'alpha de WeRide, de l'application WeRide la semaine dernière. C'était de me dire, OK, nous, on a lancé ces NFT, mais ce qu'on vise, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais, exactement, parce qu'en fait, bon, déjà, on est une appli qui est tournée vers les cyclistes. Et c'est vrai que les cyclistes, au final, c'est pas vraiment la communauté la plus présente dans le Web3. Et nous, on veut vraiment avoir une adoption de masse. Et du coup, notre produit, en fait, on essaie de l'orienter pour que monsieur et madame tout le monde, comme tu dis, puissent télécharger l'appli, commencer à l'utiliser avec ou sans NFT. Et si au bout d'un moment, dans le parcours utilisateur de cette personne, il y a un NFT qui rentre en jeu, eh ben, ce sera sans friction, comme tu disais, Mmh. Fergus, à savoir que cette personne aura son NFT lié à son compte. Et le jour où elle veut exporter le NFT de l'app, à ce moment-là, on lui dira: «OK, ben, on a besoin d'avoir un wallet, on a besoin d'avoir ci et ça». Et c'est comme ça, en fait, qu'on veut le faire, quoi. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de WeRide? Parce que la première fois que j'ai vu passer, je sais plus si c'était par mail ou ton site internet, c'est vrai que spontanément, je me suis dit: «OK, on va avoir droit au Stephen du vélo» et très vite, tu m'as dit: «Hop, hop, 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 c'est pas du tout ça». Alors, autre chose qui m'avait beaucoup frappé quand je m'étais penché sur votre dossier, c'était la qualité de la DA et c'est vrai que c'est un point qui est super important, je pense, de votre projet. On a essayé de la mettre un petit peu en avant dans l'émission à travers le NFT qui sera à gagner ce soir parce qu'il y a un quiz. Donc, je le répète, ce soir, il y a un quiz. Donc, restez avec nous jusqu'au bout de l'émission. Donc, je veux bien, Thomas, qu'on revienne peut-être sur le principe derrière Oui. WeRide. Peut-être je peux le faire par ordre chronologique, ce sera plus facile, pour Vas-y, être fonce. facile, OK. Du coup, donc comme, Fergus, ça fait 1 an qu'on a commencé le projet avec mon frère à la base, juste, tous les 2. On a vu passer la collection, Mechaverse à l'époque, je sais pas si ça vous parle? Mais collection qui était hyper quali, par rapport à ce qu'ils faisaient, à ce moment-là. Enfin, en même temps, le paysage à l'époque, c'était, des collections d'animaux un peu dégueulasses, en 2D, donc c'était pas compliqué. Mais bref, ils sont arrivés, ils ont fait une collection en 3D qui était super belle et on s'est dit: «Bon, ben, je pense qu'on peut faire la même chose». Et du coup, pour prendre le contre-pied justement de ce qu'ils faisaient à ce moment-là, à savoir que des collections d'avatars, on s'est dit: «On va tourner cette collection volontairement vers l'objet». Et en fait, moi, j'avais travaillé sur des illustrations de vélo il y a une dizaine d'années. Et le vélo, c'est un objet qui parle à tout le monde. Tout le monde a un affectif avec le vélo. Qu'on ait acheté son vélo neuf ou d'occasion, qui soit un peu dégueulasse, bon, mais c'est le nôtre, on l'aime, il est unique. Et du coup, on s'est dit que ça se portait bien à créer une collection autour de ça. Mmh. Et en plus, il y a un potentiel de personnalisation en termes de design qui est énorme avec le vélo. Donc on est parti là-dessus, donc une collection de 8 000 vélos, générés en 3D. Donc on a fait une collection qui se veut volontairement haut de gamme pour, justement, un peu, mettre en avant, ce bel objet, qu'est le vélo. Donc on est parti là-dessus. À la base, on pensait que ça allait nous prendre, 2 mois et il se trouve qu'en janvier, on était encore sur le truc.
Dès le départ, on avait en tête de donner une utilité à cette collection, à savoir que ce ne soit pas juste de belles images et qu'une fois que ce serait vendu, c'était fini. À la base, on voulait faire un jeu vidéo, donc laisser les utilisateurs utiliser leur vélo, donc leur vélo unique à travers un jeu qui se rapportait plus ou moins aux 1000 bornes. Je ne sais pas Ok. si peut-être les plus vieux d'entre vous, mais on a tous plus ou moins le même âge. Donc, Mm. Moi, donc voilà, j'adore. un jeu plus orienté jeu de cartes autour du vélo, un jeu de course. Et en fait, au milieu du projet, Stephen est justement arrivé dans le game en janvier. Et on s'est dit, en fait, peut-être qu'on pourrait faire une appli qui a un rapport avec le fitness et utiliser ces vélos à travers une expérience gamifiée de Stephen, puisque Stephen, au final, vous gagnez de l'argent, mais il n'y a rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Oui, aspect à cette application. Ce que je disais à Romain en off, c'est que si on vous donne 1 million d'euros, est-ce que vous continuez d'utiliser Stephen? La réponse est non. Donc nous, en fait, on voulait aller au-delà de ça. On voulait vraiment qu'il y ait une expérience en plus. Et aujourd'hui, en fait, là où on en est, c'est qu'on est un peu à la croisée entre un Pokémon Go et un Sweatcoin. Donc Pokémon Go, c'est pour la partie gamifiée. Donc vous allez faire une activité physique en extérieur, vous allez marcher. Et en fait, il y a une couche de gamification qui vient au-dessus de cette activité, qui fait que vous ne vous rendez pas compte en fait que vous êtes en train de marcher et faire un exercice physique et que vous avez du fun en fait à le faire. Et Sweatcoin, dans un second temps, c'est une appli de reward. En fait, vous allez marcher en extérieur et on vous donne des points pour vous récompenser de cette activité. Et ces points, vous pouvez les utiliser dans leur marketplace pour débloquer des bons d'achat, pour débloquer des discounts, plein de choses. Mm. Donc nous, on est vraiment à la croisée de ces deux choses. Et comme tu disais, on a lancé l'alpha la semaine dernière. Donc l'alpha, c'est vraiment la version test en fait de l'appli où on a uniquement les fonctions fondamentales, à savoir vous utilisez Strava, vous enregistrez votre ride, vous lancez WeRide et nous on dit ah ok, tu as fait tant de kilomètres, on te donne tant de points. Mm. Et en fait, le NFT dans cette application, il va agir comme un membership. Donc, tous les gens qui ont des NFT, en fait, ils peuvent utiliser l'application à 100% à vie. Ils n'auront jamais rien à payer. Et sachant que tous les vélos ont un score de rareté différent qui va influer forcément sur le nombre de rewards que vous allez avoir à chaque ride. Et après, d'une mass adoption. Donc, les gens n'auront pas forcément besoin d'avoir un NFT pour utiliser l'application. C'est-à-dire que là, l'alpha, elle est ouverte et tout le monde peut l'utiliser. Et tout le monde peut commencer à gagner des récompenses. Et les gens, en fait, dans le futur, on a un système de subscription comme dans n'importe quelle appli mobile. Et des gens, en fait, pourront ne jamais utiliser de jamais acheter de NFT, mais quand même avoir accès à toutes les fonctionnalités de WeRide comme n'importe qui. Ouais, c'était une fonction. Bah, c'était un des points sur lesquels je trouvais que vos philosophies se recoupaient, c'était de se dire, OK, pour toucher le plus grand monde, il faut que le ticket d'entrée technique, mais aussi financier, soit le plus bas possible. Et il n'y a pas plus bas que, sauf à donner de l'argent pour que les gens utilisent ton service, que la gratuité, quoi. Ouais, Et exactement. aujourd'hui, c'est ça, dans l'alpha, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer son ride et gagner des points derrière. Mais moi, je l'ai testé rapidement. J'ai mon vélo standard, hein, le vélo blanc, mais j'ai aussi un rider. C'est un point que tu n'as pas évoqué. C'est-à-dire que Exactement. avec chaque vélo vient un pédaleur, un cycliste qui colle entre guillemets à la DA, à votre DA. Voilà. Alors en fait, du coup, on va retourner au mois de décembre. On était à mi-chemin dans la création de la collection et on s'est dit, putain, ce serait cool quand même d'avoir des personnages qui vont avec les vélos. Donc quand les gens mint, en fait, ils ont un bundle vélo perso. Et comme on a généré tous les vélos de A à Z, on s'est dit, ce serait marrant si ces personnages, ils soient aussi uniques que ton vélo. Donc si tu as un vélo qui est, je dis n'importe quoi, mais tout bleu, ton personnage, il aura des vêtements tout bleus et des traits qui seront en lien avec les traits du vélo. Alors c'était une fausse bonne idée parce que c'était une galère à faire, sachant qu'on a simulé en 3D 17 fringues différentes, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc tu multiplies ça par deux puisque forcément les corps sont différents.
Donc c'était une vraie galère, mais au bout d'un moment, on a fini par y arriver, hein. Et du coup, maintenant, tu peux avoir dans l'application ton rider et ton vélo qui fonctionnent par paire. Tu peux les mettre ensemble ou pas, c'est toi qui décides. Et si tu les as ensemble, tu gagnes un bonus dans tes rides pour avoir justement une paire qui match, quoi. Et le but derrière, c'est en gros, c'est de dire, bah, on va rajouter ces petites surcouches de jeu pour que les gens, grosso modo, hein, lâchent un peu la voiture, pour aller, multiplier les trajets en vélo, quoi. En fait, comment dire? C'est exactement comme avec Pokémon Go et Sweatcoin, à savoir que les gens, pour certaines personnes, en fait, ils ont vraiment besoin d'avoir une motivation ou d'avoir du fun en faisant de l'activité, sportive. Et en fait, nous, on se positionne là-dessus, à savoir que, en fait, dans le jeu, il y a toute une dimension, jeu de rôle et RPG. Donc, tu vas pouvoir, faire des challenges, gagner des points, tu vas pouvoir monter des niveaux. Forcément, les challenges vont devenir de plus en plus compliqués en fonction de ta progression dans le jeu. Tu vas pouvoir débloquer des items qui sont soit des items que tu utilises par ride, qui vont booster, sur un ride en particulier, soit des items qui sont des éléments, d'équipement, comme par exemple, je dis n'importe quoi, mais un casque qui, lui, va te donner un bonus récurrent sur chacun de tes rides, et cetera. Donc vraiment comme un jeu vidéo. Et à côté de ça, on aura des season pass aussi qui vont te permettre de débloquer des nouveaux contenus, qui vont te permettre d'amener de la narration, qui vont te permettre d'avoir des objets qui sont vraiment spécifiques à ces season pass. Tu pourras à terme débloquer des vélos, débloquer des personnages. On aura du coup une marketplace pour dépenser tes points, qui du coup aura également des cartes cadeaux, des Ouais. discounts très élevés, puisqu'on est en train de faire des partenariats avec des grosses marques, des gros manufacturers d'objets connectés, ce genre de choses. Et tu pourras également dépenser ces points pour acheter des éléments pour améliorer ton vélo, ton personnage. Donc vraiment, ça va être, ouais, ça va devenir un jeu avec une surcouche de, bah, il faut faire du vélo dans la vraie vie pour pouvoir progresser, quoi. Alors, Un petit c'est point je avec la ah bah, communauté très bien que tu as Laurent, bien, je savais. Romain. En plus, c'est la mi-temps du match, je pense, parce qu'on a vu des gens arriver. Vous êtes nombreux ce soir. Donc, on vous salue, notamment Elven qui nous a rejoint. Tu as fait un carton avec le bundle. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est une super idée. Un peu moins sur le 1000 bornes quand tu as dit que c'était un sport de boomer ou un jeu de boomer. J'ai Avec beaucoup ses joué comptes. moi-même quand Voilà. j'étais petit, donc J'adore le 1000 bornes. no offense, j'ai adoré le Milborn. Tu dis que Laurent, il du est coup, plutôt de la génération jeu de loi, hein, c'est pour ça. ouais, moi j'ai fait des nains jaunes pendant mon enfance, les amis. Tu dis, tu dis que c'est aussi une incitation à faire du sport dans la vraie vie, en tout cas, vous prendre du vélo, son vélo dans la vraie vie. Du coup, ça veut dire qu'on verra pas ce vélo-là comme moyen de locomotion dans le métavers. On pourrait imaginer que ça devienne un accessoire de nos avatars. Finalement, on en a la propriété, on pourrait le décliner. Mais ce serait un peu contre-intuitif. Alors en fait, à la base, dans notre roadmap de base, c'était un élément clé, avoir les vélos dispo dans le métaverse. Mais en fait, il y a deux choses à ça. C'est que, donc, comme je l'ai dit précédemment, à la base, on veut faire un jeu vidéo. Pour faire un jeu vidéo, tu dois modéliser en fait tes objets en 3D d'une certaine manière pour qu'ils soient utilisables dans un jeu qui pèse le moins lourd possible. Et en fait, le métaverse, c'est la même technologie plus ou moins, puisqu'il faut que tout soit le plus léger possible, et en termes de texture et en termes de modélisation. Donc ça, finalement, c'est une partie qu'on n'a pas encore fait puisqu'on n'a pas eu besoin en l'état actuel des choses. Mais c'est potentiellement quelque chose qu'on va devoir faire puisque si on met en place un système de personnalisation pardon, de vélo, bah, il faut qu'on puisse changer les skins, changer les Mmh. pièces, etc. à la volée. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a écarté, mais c'est quelque chose qui viendra dans un futur, sur une année ou 2 années, mais pas, c'est pas notre objectif là à court terme. Notre objectif à court terme, c'est vraiment d'avoir une version alpha qui soit stable, pour ensuite passer vers la version bêta, qui elle va refléter beaucoup plus l'idéologie qu'on a derrière cette Mmh. application. Alors je vois qu'on a la communauté, réagit de la même façon que moi, parce que dans le conducteur, c'était la question que je souhaitais te poser, et je vois que 28, mais aussi Elven, je crois, hein, Elven Naonak pose un peu la question de la triche. J'imagine que tu la voyais un petit peu arriver. Moi, par exemple, je suis en vélo électrique, mais Elven prend l'exemple des livreurs éventuellement à scooter. C'est vrai que le match n'est pas très fair par rapport à quelqu'un qui serait sur un vélo musculaire, quoi.
Ouais. Il faut savoir que Romain est un grand tricheur. Je précise juste C'est ça. vrai. Ceux qui est avec nous sur l'émission avec Wallcrypt ont pu le voir. Donc, Mais je pose ça l'admets là. volontiers. Je l'admets volontiers. Non, mais alors déjà, si tu utilises un vélo électrique, je pense que tu seras jugé par toute la communauté. Et ensuite, non, mais c'est pas un truc qu'on combat les vélos électriques parce que, en fait, pour nous, c'est déjà une petite victoire entre guillemets si tu utilises un vélo électrique plutôt qu'une voiture ou quoi que ce soit pour te rendre sur ton lieu de travail. Et ensuite, en fait, plutôt que de bloquer ces gens-là, on va amener d'autres features plus loin dans l'application. Ou si tu acceptes de partager ton BPM, ton battement par minute, donc ta fréquence cardiaque, pardon. Donc, si tu nous prouves que tu es bien en train de faire une activité physique en même temps que tu te déplaces, eh bien, tu vas gagner des bonus qui seront plus importants que les autres. Ouais. Donc, en fait, on ne pourra jamais empêcher les gens de tricher, surtout avec le vélo, parce que c'est une vitesse en fait, qui peut correspondre à énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font du 50 km/h, qui peut correspondre à un scooter, qui peut correspondre à une voiture en ville. Par contre, si tu vas sur une nationale et que tu fais du 70, bon, ben, on va se dire, Il est un vraiment petit très fort. souci. Ouais, c'est vraiment très fort. Et là, par Ça contre, marche on a des red flags qui font que tu seras directement, enfin, ton ride comptera pas, quoi. Ça marche aussi sur les vélos d'appartement, on nous Ouais. demande, et c'est vrai qu'il y a un gros boom de la pratique connectée en appartement et sociale d'ailleurs, hein, qui est hyper sympa. Vous implémentez ça aussi Carrément, ouais. Donc Zwift, tout ce qui est Zwift, etc., c'est pris en compte de base. Donc il suffit que tu fasses du Zwift et que tu l'enregistres sur Strava. Ben, nous, on récupère cette info de Strava et c'est transformé en points. Après, si vous n'avez pas de... En fait, la seule contrainte, c'est qu'il vous faut un tracker sur ce vélo d'appartement. Mm. Il nous faut un moyen, nous, de savoir quelle a été votre vitesse, quelle a été votre distance, sur combien de temps. Et ensuite, on peut en faire une activité qui est valide. Aujourd'hui, vous êtes compatible avec en fait, tout ce que Strava peut récupérer de compatibilité, des montres Garmin, des capteurs GPS, ce genre de choses. Vous êtes Ouais, compatible avec. exactement. De manière native, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous utilisez Strava et c'est bon. Ok. Super intéressant. Bon, alors 28 disait ça en rigolant sur le vélo d'appartement, mais c'est bon à savoir hein, que c'est compatible. J'ai une question un petit peu pour vous deux. Et tout à l'heure, Fergus, toi, tu l'as effleuré quand tu as parlé justement de prendre en compte les impératifs écologiques qui sont les nôtres hein, aujourd'hui. Alors d'un côté, on a des formats vidéo qui quand même pèsent. Hein, et toi-même, tu disais que c'était 80% aujourd'hui la consultation. Et de l'autre côté, toi, Thomas, tu présentes un mode de transport qui se veut peut-être parmi les plus écolos. Alors bon, on parlera peut-être plus tard ou un autre jour du recyclage des batteries des vélos électriques, mais comment vous adaptez votre communication, mais aussi vos pratiques pour coller un maximum justement à cette philosophie. Je me rappelle la semaine dernière d'un des deux invités, je crois que c'était Thibaut Prédhomme de Sorar, qui disait qu'en gros, son patron l'avait un peu intercepté un matin parce qu'il avait vu qu'il avait un casque, non pas de vélo, mais de scooter, et lui avait fait comprendre que ce serait bien de passer au vélo. Ouais. Tu veux commencer, Thomas? Bah, si tu veux. Oui, de toute façon, le vélo à Paris, avec le stationnement payant, maintenant, vous allez tous laisser ça, non? Le Ouais, scooter, ouais. là. Si, ils vont tous venir avec nous en vélo. Non, mais nous, c'est vrai que dès le début du projet, en fait, c'est quelque chose c'est une question qu'on s'est posée parce que à la base, on voulait sortir le projet sur Ethereum. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça collait pas du tout avec la philosophie de notre projet, le vélo, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné très rapidement vers Cardano, qui est une des blockchains les plus vertes sur le marché aujourd'hui, qui est très efficace, qui est très sécurisée. Donc c'est pour ça en fait qu'on a choisi d'aller là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, avec le proof of stake, euh, Ethereum redevient une chaîne qui, qui peut être une chaîne envisageable. Mais pour l'instant, on reste sur Cardano. Et comme l'a dit Fergus, en fait, c'est pas tellement une question de techno, c'est plus si. Ça repart. Ça repart? Ok. Ok. Ça y est, on est de retour. Bon, bah excusez-nous, hein, les aléas du live et du direct. Bon, on va reprendre. Alors, j'espère que vous avez eu déjà la réponse de Thomas. On va réembrayer avec Fergus qui allait nous expliquer un petit peu comment, du côté de eShot Labs, sachant quand même Ça y que est, le quiz est fini. sachant quand même que On a la bien, vidéo. on a passé un bon quiz et merci aux gagnants.
On a montré la vidéo de Roswell aussi en NFT. Ah ouais. Voilà. C'était juste là. Ouais, voilà. Bah, il y aura un jeu de piste pour retrouver cette partie-là du live que vous avez loupé, mais promis, vous y aurez droit. Donc, ouais, Fergus, je suis désolé, on va raccrocher les wagons. La question qu'on a posée à Thomas et que je te posais à toi aussi, c'était comment, sachant que vous, votre business, c'est quand même de produire du flux vidéo qui est peut-être pas le format le moins énergivore au monde, comment vous vous alignez avec les impératifs écologiques qu'on connaît aujourd'hui? Ouais, de toute façon, les impératifs écologiques, ils sont globaux, hein. Ils sont pas ni apportés que par les entreprises, ni par les personnes. C'est au global. On doit tous faire quelque chose là-dessus. Et donc là-dessus, chez ShotLab, il y a plusieurs vecteurs sur lesquels on a bossé. Le premier, c'est dans le choix des blockchains qu'on propose à nos clients, c'est d'avoir fait une présélection des blockchains les moins énergivores, les plus green. D'où le fait d'avoir intégré Ethereum il y a quelques jours post-merge. L'autre sujet, c'est qu'en tant qu'entreprise, on a fait un choix en amont avec mon cofondateur Jean-Baptiste, le choix d'avoir le moins polluant possible, de ne pas avoir d'imprimante, pas avoir de carte de visite, se déplacer le maximum en transport, à pied, en vélo, ce que tu veux, et le moins d'avions possible. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est la seule entreprise aujourd'hui qui a été validée, la seule entreprise Web3 validée par Climate Partner, qui a fait un audit de notre société et donc qui nous a validé le fait qu'on était climate compatible du fait de tous les choix d'entreprise qu'on a fait en amont. Mais au-delà de ça, si on pense à la consommation de vidéos et de contenu fixe, des images, imaginez un concert par exemple ou un match de foot dans un stade. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Je pense que tout le monde fait à peu près la même photo. On est tous à côté, tout le monde fait avec son téléphone. Tout le monde prend les mêmes photos à 1 mètre d'écart et on ne prend pas une ou deux. C'est des dizaines ou des centaines de photos pour être presque toutes les mêmes. Si tu te dis que pour chaque événement, tu auras des NFT live et qui seront un peu les contenus certifiés, en fait, un NFT, il prend la place qu'une fois. Et il est Mmh. appelé si il y a 10 000 exemplaires d'un NFT, c'est une vidéo sur laquelle 10 000 personnes vont taper. Et finalement, au lieu d'avoir 50 000 ou 200 000 photos, qui est presque la même pour tout le monde qui doit entrer dans le stade, dans l'arène, là, tu as un NFT, tu as une photo. Donc, si tu vois les choses comme ça, si on imagine qu'à l'avenir, les contenus certifiés, comme des NFT par exemple, vont prendre le pas sur les centaines de photos qu'on a tous qui sont toutes les mêmes, peut-être que ça va polluer beaucoup moins en matière de stockage. Mmh. De Ouais, c'est contenu. intéressant, j'avais pas du tout envisagé cette façon de voir les choses. Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on envisage peut-être, c'est le quiz. Après, on rebasculera rapidement Ouais, peut-être parce sur. qu'après, j'ai des questions de la communauté à relayer. Voilà, très bien. Mais avant, c'est les tiennes. Hélène, je veux bien peut-être, on va lancer le quiz, voilà. Ah bah, je vois que c'est bon, super, elle est prête. Merci Hélène. Alors, Hélène, vous elle est connaissez le taquée. principe, je vous interroge comme un bon prof sur la leçon de la semaine dernière. La leçon de la semaine dernière, c'était Sora et Moujane. On va commencer avec une première question sur Sorar, qui a fait une grande annonce la semaine dernière et son chief of staff, on l'a dit, Thibaut Prédhomme était là pour en parler sur le plateau de 20 minutes. À quoi l'entreprise s'est-elle engagée? Réponse A, être carbone neutral d'ici la fin de l'année. Réponse B, lire Carbone et Silicium, que je recommande de Mathieu Bablé, d'ici la fin de l'année. Réponse C, acheter un vélo carbone d'ici la fin de l'année. Normalement, voilà, je vous aide pas, On peut aller vers la deuxième question, s'il te plaît, Hélène. Quelle collection NFT a inspiré Moujan Asghari pour son projet 1000 Faces NFT? Réponse A, Azuki. Réponse B, World of Women. Réponse C, 20 Mint Typewriter. Hop, là, voilà, ouais, ça a merdé, c'est le flux. On va dire qu'il faut vraiment que. Typewriter, voilà, je l'ai. Et donc voilà, vous connaissez cette collection de NFT conçue par un certain Laurent Beignet. Troisième question, on enchaîne. Par Pendant Capsule le. Corp, ouais. Ouais, c'est vrai, par Faut Capsule le Corp, connaître pardon. quand même. Non, mais je veux dire penser. L'idéation est née de ton esprit fertile. Pendant le live, le fils d'Usul, le Fremen, lui a posé une question. Laquelle était-ce? Attention, j'espère que vous avez suivi. A. Papa, penses-tu qu'on puisse atteindre la neutralité carbone sans passer par une nécessaire décroissance? B. Papa, c'est quoi la blockchain? C. Papa, je peux avoir un mug 20 minutes et ta seed phrase? Réponse C. Voilà, vous avez tout. Normalement,
la plus raisonnable des 3 est peut-être la bonne. Ou pas. Mais on ne voudra pas vous influencer. Je peux influencer. En tout cas, Thomas et Fergus m'ont dit qu'ils allaient peut-être jouer aussi, donc j'espère que, du côté du chat, vous avez trouvé les bonnes réponses. Sachant qu'en plus, je le disais, hein, Thomas nous a envoyé, Thomas et Romain nous ont envoyé plusieurs vélos dont certains détourés et tout, que j'ai pu mettre, dans le NFT du jour. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai une question qui est la plus classique que je peux vous poser, c'est la roadmap, les nouveautés, les actualités. À quoi on peut s'attendre de votre part? Je veux bien commencer avec toi, Thomas, puisqu'on a pas mal parlé de l'alpha, on a vu un peu à quoi pouvait ressembler la suite, mais la suite, c'est quand? Alors là, du coup, la prochaine étape vraiment, c'est de corriger tous les bugs qui peuvent être liés à l'alpha, là, qui sont restants, à savoir, comme toi, par exemple, les utilisateurs Android ont parfois Il y a du Laurent qui mal à va importer les dessiner rides. quelque chose. Mmh. Et une fois que ça, c'est réglé, on passe à la production de la bêta. Donc, on a déjà les écrans, on a déjà le gameplay, etc. Donc là, maintenant, ça va être vraiment les devs qui vont devoir implémenter ça. Donc là, pour ça, on est plutôt vers la fin de l'année. Et ensuite, une fois qu'on aura les premières fonctions de la bêta, on va petit à petit ajouter des fonctionnalités, donc la marketplace, le season pass, etc., jusqu'à arriver à cette fonction dont je parlais tout à l'heure, à savoir pouvoir upgrader son vélo, pouvoir changer certaines parties, changer le visu, upgrader ton NFT du coup, genre l'updater sur la blockchain, etc., personnaliser ton personnage. Donc c'est ça la Ouais. suite, ça plus des partenariats dont je ne sais Voilà, pas. allons-y! Non, mais c'est ça. Est-ce que, on peut s'attendre à des gros noms? Tout à l'heure, tu parlais d'accessoiristes ou de constructeurs. Enfin, c'est vrai que j'imagine que vous tapez assez large, sur le marché du vélo. Ils vous voient de quel œil? En gros, quand vous tapez éventuellement, je veux dire, je sais pas, un Décathlon ou, un constructeur de vélos, quand ils vous voient débarquer avec, une application qui fait pas du suivi, GPS, mais qui vient plutôt se plugger comme une API à Strava pour créer de la gamification, tu vois, comment ils vous accueillent? Alors en fait, le plus difficile, c'est de réussir à expliquer ce qu'on peut leur apporter, Mmh. puisque finalement, c'est ça en fait, hein, un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Donc si eux, ils ont rien à y gagner, ils sont pas intéressés. Mais après, il y a aussi l'aspect Web3 et comme c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour ce genre de marque, il y a personne en fait en interne qui est dédié au Web3. Mmh. Donc en fait, la première chose, c'est déjà de trouver la personne qui va pouvoir être un bon interlocuteur. Donc ça va être une personne du marketing, une personne du business et tout. Donc les gens se renvoient la balle jusqu'à ce qu'on trouve sur le bon. Et là, on va pouvoir discuter. Et là, c'est là où il faut réussir à présenter le projet et réussir à présenter aux gens ce qu'on peut leur apporter. Et là, maintenant, on a commencé à rôder notre discours et en fait, on sait où appuyer pour que les gens soient intéressés. Et puis Pour après, que il y a ça aussi décroche, quoi. voilà. Et aussi, il y a ce petit côté, ce qu'on fait n'existe pas encore. Du coup, ces marques-là, elles sont aussi intéressées d'être les premières à. Donc, elles voient Web3, elles voient gamification du vélo, ça fait tilt. Tu additionnes tout ça avec une marque qui vend des montres connectées. Bon, généralement, ça fait mouche. Mmh. C'est vrai OK, que très bien. le deal semble assez évident. Avant qu'on passe à toi, Fergus, sur la feuille de route, j'ai une question à te relayer, Thomas, qui vient de BitLoad, qui est un des habitués du show. Au niveau de la traçabilité, la sécurité, pardon, des données que vous collectez, vous faites un effort particulier là-dessus. On sait qu'il y a eu des cas récemment de, de, de- de tracking de raids faits par des militaires, notamment en OSINT, tout genre de choses pour essayer de récupérer des infos et en déduire des positions. J'imagine que chez vous, c'est un sujet assez important. Alors en fait, nous, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on ne récupère aucune donnée GPS. On récupère uniquement la vitesse, la distance. En fait, les seules données qui nous servent pour te donner des points. Donc, il n'y a pas de On risque on de n'utilise laisser pas sa position. non, on n'utilise pas les données GPS. Donc en fait, c'est même pour ça des gens au début nous demandaient, mais comment vous allez faire pour que les mêmes systèmes de triche qui sont utilisés sur Steppen, donc à savoir les gens, enfin je sais pas si vous avez vu, mais il y a des fermes en Chine Avec les où les mecs téléphones. ont jailbreaké les téléphones et en fait ils simulent des parcours dans la ville
en courant à une certaine vitesse pour gagner tout le temps le niveau max de récompense. Bah, en fait, on n'utilise pas le GPS, donc au final, ça nous concerne pas trop. Merci pour la réponse, C'est clair. ça m'a rassuré vite, Claude. Fergus, à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être sur vos actus ou les éventuels rendez-vous que vous pouvez donner, même si vous êtes une entreprise B2B, hein, mais j'imagine que vous visez aussi plus tard le grand public. Ah, peut-être. Ça, la question est ouverte en public. On verra. Vraiment, B2B, B2B au début, au moins au début, peut-être toujours, nous verrons. Les actus, il y a plusieurs choses. La première, c'est les prochains gros deals qu'on va pouvoir annoncer. Finissons de les signer avant de les partager. Ça sera cool et ça sera l'objet de pas mal d'annonces presse. On a on a fait une campagne d'annonces de lancement de produits la semaine dernière, il y a 10 jours. Et on a été présent dans pas mal de gens, donc c'est cool. Et beaucoup attendent les prochains contrats pour pouvoir les partager. Donc ça, c'est déjà génial. Mais surtout, les prochaines grosses actus, elles vont venir de la partie produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en avant notre première solution qui est le Real-Time Live NFT Maker. Mais la position de la société, c'est de faire le lien entre la vidéo et le Web3. Mm. Et donc, on sort un premier produit, mais le truc qui va être hyper sympa, c'est tous les futurs projets, pas projets, mais prochaines solutions, prochains outils qu'on va lancer pour répondre, alors soit pour créer des innovations purement techniques, soit pour répondre à des problèmes existants qui n'ont pas encore pu être réglés, soit dans le domaine du sport, de l'entertainment, du broadcasting, de la vidéo, ou autre, peu importe. Mais en tout cas, vraiment, on se positionne vraiment comme une société technologique qui met à disposition des outils B2B en marque blanche. Et donc, la prochaine grosse actu pour nous, ça va être de trouver quels sont les prochains gros sujets, grosses solutions à lancer au-delà du live NFT Maker. Et vous tapez plutôt à la porte d'entreprises traditionnelles ou vous avez aussi vocation à vous adresser à des entreprises qui, justement, ont plutôt un pied déjà dans le monde du Web3? Il y a les deux, en fait. C'est vrai que je rejoins Thomas quand tu disais il n'y a pas encore forcément de Chief Metaverse Officer ou Web3 responsable dans toutes les boîtes. Il y en a dans peu, en fait. Tout le monde a envie toutes les entreprises veulent aller dans le Web3, mais peu sont staffés pour le faire. Et quand elles le sont, ces personnes, ces responsables Web3, n'ont pas forcément beaucoup de poids. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Donc, nous, on en fait énormément. Donc, on ne vend pas le conseil qu'on prodigue, mais on en fait beaucoup. Et on bosse avec pas mal de boîtes qui font du conseil Web3 justement pour accompagner ces grandes structures. Et en parlant de ça, tu as des boîtes qui, elles, sont déjà vraiment en avance dans la réflexion et sont en train de se staffer. Je pense notamment à Vivendi, par exemple, qui a nommé Fabien, qui gérait la partie Web3 d'Avas et qui maintenant c'est officiel depuis la semaine dernière, Chief Web3 pour tout le groupe Vivendi. Et donc là, ce sont vraiment des entreprises ou des groupes qui se structurent et qui réfléchissent à ça, pas depuis 3 mois ou 6 mois, mais depuis vraiment longtemps, qui ont déjà des talents et ces talents, comme Fabien, vont pouvoir continuer à staffer les équipes pour que des grands groupes, des grandes entreprises et de toute taille d'ailleurs puissent rentrer dans le Web3. Et on a vu la semaine dernière, dernière aparté là-dessus, mais chez Disney, sur une fiche de poste qui a été publiée pour du legal. Et en fait, quand on regardait la fiche de poste, on voyait qu'il y a une énorme ambition Web3 chez Disney. Et donc, on voit que la plupart des grands groupes, et pas que dans les grands groupes, mais plusieurs entreprises, sont en train de comprendre l'importance capitale que va prendre le Web3 à l'avenir, et donc sont en train de se staffer pour avoir une réflexion globale. Et je finis un peu là-dessus, en tout cas pour ma part, c'est que moi, je pousse pas tout le monde, toutes les boîtes à venir faire du live NFT, mais plutôt de comprendre leur stratégie digitale globale, voir quelle va être la part du Web3 dedans, et au sein de tout ça, est-ce qu'il y a une brique, une case qu'on coche avec les live NFT et l'utilité qu'on va y adosser. Et c'est comme ça, en fait, que la révolution se font, c'est brique par brique, et avec une stratégie globale dans laquelle certaines solutions répondent à un besoin. Et quand c'est le cas, ouais, tu peux y aller.
Ok, super intéressant. J'étais passé à côté, moi, de l'histoire de Vivendi et du fait que Fabien Frechter devenait vraiment chief, c'est ça, directeur Web3. C'est super intéressant. Merci. Laurent, est-ce qu'on a des questions ou une réaction de la communauté pour terminer ou Et non, on n'a est-ce qu'on plus de leur donne questions. Et, rendez-vous à vendredi? ils ont forcément entendu l'appel du pied de Fergus, vous qui êtes dans le chat et qui est à l'aise avec l'univers Web3. Depuis qu'on vous connaît, on sait tout ce que vous êtes capable de faire. Vous avez de belles perspectives devant vous dans plein d'entreprises. Les perspectives les plus proches, elles sont vendredi. En ce qui nous concerne, on a besoin de vous pour la réunion du comité éditorial sur Discord pour le magazine numéro 2. Donc, ne ratez pas cette belle opportunité de venir présenter vos sujets, vos thèmes de prédilection, vos dessins, vos illustrations, photos. On prend tout. Enfin, on prend tout. On prend toutes les idées. Nous, on va discuter avec vous. On va voir ce qui vous intéresse. Et puis voilà. Sachez que Romain et moi, on passe pas mal de temps sur l'accompagnement du projet pour avoir des partenaires et pour ne pas vous redemander d'acheter des NFT, hein, on ne leur fera pas. Gardez plutôt de l'argent pour les NFT de Thomas et ceux de Fergus, même si j'ai compris qu'ils étaient souvent gratuits. Et en tout cas, pour aller dans les stades, récupérer des infos, pour suivre des événements où vous pourrez récupérer des NFT. Et puis voilà, en ce qui me concerne, c'était une nouvelle façon de fonctionner. J'étais pas mal sur le chat, j'ai pu discuter avec vous, ça m'a fait super plaisir. Toi, est-ce que tu étais content, Romain, de la méthode? Oui, je vais le redire, 20 Mint Typewriter. Comme ça, c'est ancré parce que j'ai vu qu'on se foutait de ma gueule sur le chat. Voilà, vous avez eu raison, mais vous m'y reprendrez plus. C'est bon, je l'ai dit. Non, non, c'était très chouette. Merci Laurent, merci à la communauté. Bah, évidemment, merci à Fergus et Thomas qui ont un peu essuyé les plâtres de cette nouvelle organisation et à Hélène qui a dû gérer les Oui, oui. aléas Et à techniques. Wisebot qui a banné à peu près la moitié de nos intervenants sur le chat aujourd'hui. On leur remercie fort. Petit bot, tu es bien zélé. En tout cas, ouais, Fergus, Thomas, nous, on vous invite toujours à rejoindre la communauté Discord. Vous pouvez aussi acheter une machine 20 Mint pour proposer des idées de sujets et éventuellement même pour Thomas proposer ton WeRide sur notre rubrique Taper à la machine. C'est Ok. totalement ouvert et n'hésitez pas décidément, n'hésitez pas non plus à nous tenir au courant de vos projets. On continuera à les suivre avec un grand intérêt, mais voilà, faut pas hésiter à nous faire un petit poke de temps en temps pour nous dire en fait, on avance, on a sorti une nouvelle solution, on change tout, on pivote. Enfin, on est ouvert à tout. Super. Ok. Merci beaucoup pour votre Ouais, merci. invitation et merci à la communauté pour votre enthousiasme et vos questions. C'est top. Merci tout le Merci. monde. Vous avez plein de fans sur le chat. Bravo. Eh bien, bonne soirée à tous. Vendredi, la commu, on vous retrouve à 18h sur Discord. Cette fois, pas de vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao. Bye.